Médecins, aides-soignants, étudiants en médecine, doyens, ils sont dans les rues de France ce jeudi. Sous pression budgétaire depuis des années, plombé par la grève des urgences, l'hôpital public souffre. Les agents hospitaliers dénoncent les conditions de travail dans des bâtiments souvent de plus en plus vétustes. Leurs revendications, augmentation des salaires, hausse des effectifs et réouverture des lits supprimés. D'une personne, il faut qu'elle fasse le travail de 2 voire de 3 personnes. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Les humains, on est humains, on n'est pas des robots. On subit des rigueurs budgétaires, des plans de retour à l'équilibre. Derrière, ça veut dire des suppressions de postes. Et quand on supprime des postes à l'hôpital, ça dégrade non seulement les conditions de travail, mais aussi la qualité des soins pour les patients. Il y a des patients qui restent 72 heures aux urgences sur des brancards. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de médecins, il n'y a plus de paramédicaux et du coup les lits de médecine, les lits de chirurgie, etc., ils sont fermés. D'un côté, il y a un État acquis au libéralisme qui se désengage de ses missions traditionnelles. De l'autre, les grandes fortunes qui veulent choisir leur cause et qui, via la défiscalisation, les imposent aux contribuables. Glissons donc vers les États-Unis. Ah, les philanthropes américains, le nec plus ultra du mécénat, le modèle. Admirons donc un instant la fondation Bill et Melinda Gates, la plus puissante au monde, avec une dotation supérieure à 50 milliards, soit plus de 10 fois le budget de l'Organisation mondiale de la santé. À son programme, réduction de la pauvreté, vaccination, éducation des filles et émancipation des femmes. On ne peut qu'applaudir. Sauf que tout cet argent n'est pas directement distribué aux bonnes œuvres. La fondation consacre seulement 5% de ses avoirs aux dons, le minimum légal pour bénéficier de l'exonération fiscale, tandis que les 95% restants sont investis. Un trust rattaché à la fondation se charge de les placer dans les énergies fossiles avec Total et BP, dans les OGM avec Monsanto Bayer ou encore dans l'industrie de l'armement. Une fondation qui alimente les fléaux contre lesquels elle prétend lutter. La charité se fout de l'hôpital. Et le meilleur reste à venir. Certaines entreprises sont à la fois bénéficiaires du trust et de la fondation. Un exemple avec Coca-Cola. En 2014, le fameux trust possédait 538 millions de dollars d'actions chez la pétillante marque de soda. Et en parallèle, la fondation Bill et Melinda Gates finançait un projet visant à former 50 000 cultivateurs kényans à la production de fruits de la passion directement destinés à Coca-Cola. Ah, mais tout va bien, parce que quand Coca-Cola fait des profits, en bout de chaîne, le trust encaisse les dividendes. Ça désaltère bien le conflit d'intérêts, non? Oui, mais si ça marche, le nerf de la guerre est là. Qui évalue ces programmes? À ce jour, la fondation Bill et Melinda Gates n'a de compte à rendre qu'à Bill et Melinda Gates et leur riche ami Warren Buffett. Leur influence, tout comme leur fortune, ne cesse de grimper. Bill Gates reste plus riche que 45 des 48 pays d'Afrique subsaharienne. Ah, au fait, même si vous aviez travaillé tous les jours depuis 1789 pour 10 000 € par jour, vous ne seriez toujours pas milliardaire. Vous seriez encore 100 fois moins riche que Bill Gates. Mais ces richissimes bienfaiteurs justifient leur pouvoir démesuré par la faillite du politique. L'action publique aurait trouvé ses limites, l'État s'épuiserait, laissons-leur donc les clés de la boutique. Eux qui ont réussi à amasser des milliards, laissons-les appliquer leur méthode de réussite financière aux actions de dons. Cela a même un nom, le philanthrocapitalisme. En clair, les bonnes œuvres ne doivent pas empêcher les bénéfices. La générosité se marie bien avec les dividendes. Et c'est pratique, car leur prophétie devient autoréalisatrice. L'État se désengage et fait alors l'aveu de son échec. Et le milliardaire peut enfin apparaître comme un élu, le sauveur de l'humanité. C'est la première fois que tous les soignants, quelle que soit leur fonction, sont côte à côte. Du jamais vu, médecins, professeurs et chefs de service ont rejoint le mouvement de protestation qui gronde depuis de longs mois. À tel point que la plupart des consultations et actes non urgents prévus ce jeudi au CHU ont été déprogrammés. Une première. La sidération est tellement importante à l'hôpital que les soignants, qu'ils soient paramédicaux ou médicaux, sont en train de partir de l'hôpital public. Les soignants sont en train d'aller à la clinique, sont en train de s'installer en ville. Et parce que les conditions sont devenues trop compliquées. Ça fait 10 ans que je suis là, c'est une vraie vocation. Et je vous dis honnêtement, en ce moment, je sais que si les conditions ne changent pas, je ne ferai pas ça toute ma vie. Situation inédite également, la faculté de médecine était représentée par son doyen. Le CHU, c'est le terrain de stage de nos étudiants, de nos internes, et c'est aussi les conditions de travail des internes et des chefs de clinique. Et si le CHU manque de moyens, c'est la formation des médecins de demain qui est en jeu, et c'est aussi les conditions de travail des internes et des chefs de clinique avec tous les risques psychosociaux que vous connaissez.
Fermeture de lits, insuffisance d'investissement et manque de personnel sont dénoncés par les grévistes. De leur côté, les membres des services techniques et administratifs déplorent des externalisations de plus en plus fréquentes. Quand on a du matériel pointu, dont la maintenance est effectuée par des entreprises externalisées, la réactivité en termes de panne est bien moindre. Lorsque nous avons des techniciens sur place, ils réagissent tout de suite. Et là, c'est moins le cas, et de moins en moins ce sera le cas. Pour avoir des moyens supplémentaires pour l'hôpital, il faut avoir des financements supplémentaires. Donc pour avoir les financements supplémentaires, il faut que la ministre dégage un ondam supérieur, c'est-à-dire l'objectif de dépenses de la santé qui finance l'hôpital. Donc il faut absolument qu'en effet, ce soit un geste financier qui soit fait. Nous sommes en guerre. Sur instruction, nous demandons à tous les effectifs employés sur le terrain de retirer les masques de protection. Cette vidéo enregistrée en région parisienne a lancé la polémique. Mobilisés sur le terrain pour contrôler les déplacements des Français, les policiers sont exposés. Alors, qu'en est-il vraiment des consignes de leur direction concernant le port du masque ? Pour l'instant, le ministère de l'Intérieur ne communique pas sur le sujet. En attendant, les policiers des 4 coins de France s'inquiètent pour leur santé, comme ici dans les Pyrénées-Orientales, à la frontière espagnole. Comme vous pouvez le constater, vous avez les autorités espagnoles qui contrôlent avec des masques. Nous, on n'a toujours pas de masque. On a même des consignes qui nous disent non, vous ne mettez pas le masque que si vraiment vous les mettez, que s'il y a des cas vraiment avérés. Je suis désolé, qui peut dire aujourd'hui que j'ai le coronavirus, que vous l'avez ? À Montpellier, même inquiétude. Sans masque de protection, les policiers veulent alerter sur la dangerosité de leur mission. Face au manque de masques, une marque française d'espadrilles fait preuve de solidarité et en fabrique. Pour en parler, nous sommes avec Olivier Gély, fondateur de Payotte. Bonsoir Olivier Gély, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Vous êtes donc le patron de cette petite PME basée à Perpignan qui d'ordinaire fabrique des espadrilles Made in France. Et là, avec cette crise, eh bien, vous avez décidé de faire preuve de solidarité, de fabriquer ce dont les Français manquent cruellement et surtout les soignants, des masques de protection. Expliquez-nous votre démarche et comment vous avez eu l'idée. En fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont infirmiers et qui m'ont raconté en fait la pénurie de masques qu'il y avait au sein du corps médical. Et on s'est dit, pourquoi pas faire avec nos toiles d'espadrilles, les chutes qui nous restaient, de faire des masques pour, bien sûr, qui ne seront pas aux normes et homologués avec le personnel. Et c'est là qu'on s'est dit, il va falloir qu'on s'organise pour fabriquer avec nos toiles le maximum de masques pour qu'on puisse livrer à tout le corps médical, les aides-soignants, les aides à domicile, les infirmiers. On a eu des appels de partout. On a vraiment dans toute la France. Et là, c'est vrai, c'est là qu'on a pu ressentir en fait la détresse de tout le corps médical, quoi. Ça a vraiment été une surprise pour nous et on s'attendait pas à tout ça, quoi. Donc on s'est mis en place, on a organisé, on a fait appel à des couturières, des couturiers. On a eu, je crois qu'on a eu peut-être une centaine d'appels déjà dans ma région. Donc pour vraiment de tout âge, autant des jeunes de 20 ans qui apprenaient à coudre, autant des personnes plus âgées qui me disaient voilà, je suis isolé, je ne fais rien de la journée, est-ce que vous pouvez m'apporter des toiles et pour que je puisse fabriquer les masques. Et donc après, c'est vrai que par rapport à la livraison, c'était un peu compliqué de s'organiser. Et c'est là qu'on s'est dit, comment on pourrait faire, mettre en place tout ça. Et comme on avait affaire quand même à pas mal d'ambulanciers qui venaient chercher des masques, on leur a dit, est-ce que vous pouvez nous aider ? Et ils nous ont répondu, mais il n'y a pas de souci. Pendant nos heures de temps de repos, vous nous donnez la toile, on l'amènera directement aux personnes qui sont à domicile pour fabriquer les masques. Et on vous les ramènera pour les donner au corps médical. Dans les locaux d'une coopérative de vignerons, un atelier de couture a élu domicile. Depuis le 3 avril, les machines à coudre cohabitent avec les tonneaux et les cuves à vin. À l'initiative de Sylvie, secrétaire de mairie, des bénévoles se relaient quotidiennement pour confectionner des surblouses et des masques pour les personnels soignants. Des habitants de la région viennent déposer chaque jour des vieux draps pour permettre aux couturières de confectionner ces équipements. J'ai appelé une ancienne collègue de travail qui, elle, s'y connaît en couture, parce que moi, je n'ai aucune notion en couture.
On avait eu un patron avec le message de la préfecture, on a fait le patron, on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas passer les bras dedans, donc il a fallu retravailler le patron. Je me suis retrouvée avec une montagne de draps devant chez moi, sans couturière, et depuis ça prend une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Un élan de solidarité essentiel pour le personnel soignant, qui implique également le voisinage. Après l'étape du tri des draps, place à la couture. Dans un atelier de fortune, les petites mains s'affairent autour des tissus. Ces 2 infirmiers sont en première ligne face au virus. Chaque jour, aux urgences de Mulhouse, ils voient les malades affluer et les décès s'accumuler. Des fois, c'est dur moralement. J'ai eu le cas la semaine dernière où j'ai perdu 3 patients qui sont décédés en 1h30. Manque de personnel, de matériel, disent-ils. Leur hôpital est surchargé, voire débordé. On a déjà des difficultés en termes de personnel. On nous demande beaucoup de travail. Parfois, ça nous arrive de ne pas boire, de ne pas manger. Parce que la cadence, elle est infernale. Il y a des choix qui sont faits sur les patients. Hélas, un lit de réanimation, de nos jours, les places sont chères. Donc, on va, j'ai pas envie de dire choisir ou privilégier, mais au vu des antécédents de la personne, au vu de l'âge, on aura tendance à dire non, je ne peux peut-être pas l'intuber pour laisser la chance à quelqu'un de plus jeune en meilleure santé. Eux accumulent les heures supplémentaires, viennent travailler sur leurs jours de repos. Inquiets pour leur propre santé, ils doivent aussi endurer la peur des patients, mais aussi de leur entourage. Les patients sont seuls, ils sont seuls aux urgences, mais ils sont seuls aussi quand ils décèdent. Les patients, on appelle des fois la famille en leur disant « il faut venir ». J'ai eu une réponse, c'était « je ne vais pas venir parce que j'ai peur d'avoir le coronavirus ». J'ai trouvé ça horrible comme réponse, mais c'est une réponse qui est entendable. Ça m'a fendu le cœur parce que cette dame est partie seule. On est amené à devoir faire des choix. On ne peut plus proposer tous les soins à tous les patients. On doit choisir qui a le plus de chances du coup de se rétablir par la suite. C'est difficile pour nous. Chaque année, la grippe saisonnière engorge tous les hôpitaux en hiver parce que les différentes politiques gouvernementales ont réduit drastiquement les capacités des hôpitaux. Parce que le gouvernement veut aller vers un système privé alors que notre système public hospitalier est exemplaire. Regardez cet article. Des patients contraints d'attendre des heures, des brancards installés dans les couloirs, un personnel soignant débordé et des décès de malades en salle d'attente. Les services des urgences sont saturés dans plusieurs villes de France en ce mois de mars, ce qui est inhabituel à cette période de l'année. Cet article est daté de mars 2018, mais il pourrait tout à fait paraître aujourd'hui. On nous raconte exactement la même chose. Vous comprenez ce qu'il se passe. Les grands médias ont utilisé un fait qui se produit malheureusement chaque année, l'augmentation des grippes saisonnières en hiver qui engorge les hôpitaux, et ils ont affirmé que cet engorgement provenait de l'afflux de malades contaminés par le coronavirus. À la fin du mois de mars, tous les médias nationaux affirmaient que les hôpitaux de France étaient tous débordés. Mais en réalité, à la fin du mois de mars, ce n'est qu'une petite partie des hôpitaux qui étaient effectivement débordés. Regardez cette carte des hospitalisations qui date du 26 mars. On voit bien que seule l'Île-de-France, le Nord et le Grand Est et la zone lyonnaise ont un excès d'hospitalisation. Remarquez aussi au passage que ce sont les zones les plus polluées de France, donc celles qui sont le plus sujets des infections pulmonaires aiguës. On voit nettement que la majorité des départements avaient un taux d'occupation tout à fait normal. Mais les médias ne nous le disaient pas et tous les jours, ils nous affirmaient que les hôpitaux étaient surchargés. De plus, pourquoi les médias ne disaient jamais qu'il y avait plus de 1000 établissements privés en France qui demandaient à recevoir des patients alors qu'on ne leur envoyait personne? C'est ce qu'affirmait le 25 mars Lamine Garbi, président de la Fédération d'hospitalisation privée. Macron, lundi 13 avril, il cite la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et il parle de justice sociale. Nous, on lui dit bas les masques. Bas les masques. Nous, professionnels de la santé d'horizons divers, bouleversés et en colère, décidons de nous lever et de crier bas les masques.
Aujourd'hui, nous lançons un appel à construire un mouvement. Ils ont tiré la sonnette d'alarme, mais comme d'habitude, le gouvernement n'a absolument rien écouté. On est saturé, on est débordé, on est en pénurie. Avec la crise sanitaire actuelle, je travaille surtout en EHPAD. On manque de personnel, on n'a pas de matériel adéquat pour gérer les isolements. C'est très dur pour tous de porter l'idée que, comme nous n'avons pas été équipés correctement, il est bien possible qu'en allant soigner, on a peut-être contaminé des dizaines et des dizaines de patients. Il faudrait des tests et puis aussi des masques, des masques et des charlottes et des surblouses et tous ces trucs que vous n'avez pas pensé utile de stocker avant. Aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. Vos masques ne sont jamais arrivés. La véritable solidarité qu'on a vu apparaître dans notre hôpital et ailleurs, c'est une solidarité populaire qui s'est levée, qui a fructifié et qui nous permet actuellement de tenir le coup. Maintenant, il va falloir aller plus loin. Partout nous retrouver, nous organiser pour qu'ils rendent des comptes. L'après risque d'être comme, voire pire que l'avant. Il n'y a pas d'argent magique. Et donc tous les gens, si j'écoutais, si je faisais, si je regarde, mais l'argent il y en a. Les responsables de cette crise sanitaire et de celles qui viendront peut-être, ce sont surtout les gouvernements qui s'enchaînent depuis des années et qui tous mettent en place des réformes qui détruisent notre système de santé. Il y a aujourd'hui trop de lits d'hôpitaux. Il y a trop de lits d'hôpitaux en France. La politique sociale, regardez. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. On a besoin au moins de 100 000 soignants dans les hôpitaux et de 300 000 soignants dans les EHPAD. On a besoin de revalorisation de salaire. Les salaires des infirmiers et des aides-soignants, c'est payé une misère, c'est une honte. On ne veut plus de gestionnaires, de financiers à la tête des fonctions publiques. Ça suffit la santé marchande. Non, la santé n'est pas une marchandise. On veut un changement de la gouvernance de l'hôpital. Voilà le plan de l'hôpital qu'on veut. J'appelle tout le monde dès que possible à sortir dans la rue, à aller virer, à rien leur pardonner. Ne nous laissons plus faire. Je demande à tous les soignants et à tous les professionnels de santé et tous ceux qui avons été traités de rien et qui font vivre le pays aujourd'hui nous rejoindre. Les conséquences de votre mauvaise gestion et la politique indécente que vous menez sont visibles dès à présent. Alors bas les masques. Arrêtez de mentir. Bas les masques. Venez témoigner, venez parler, venez dire ce qui vous arrive. Rejoignez-nous sur les réseaux, bas les masques et dans la rue dès que possible. Soyez avec nous, soutenez-nous et n'hésitez pas à mettre des pancartes aussi à vos balcons pour dire combien on en a marre et combien vous nous soutenez et qu'on sera là dehors après. Voilà. Comme on peut le voir ici, voilà. Allez. Bon ben voilà. Les nouvelles blouses qui se déchirent, c'est normal. Voilà. Voilà. Donc, Madame la Doucette, bonjour, Docteur Mamias à l'appareil. Je viens de recevoir vos merveilleux masques FFP2 qui, normalement, datent de Madame Bachelot du temps de la grippe. Comme vous pouvez le constater, ils sont moisis, c'est merveilleux. Donc, on vous rappelle qu'on travaille dans une ambiance normalement parfaitement stérile. Ça, c'est des horreurs. Donc, si je voulais paraphraser Coluche, c'est kaki dehors et caca dedans, donc c'est pas top. Don't